Certainement, et bien plus fort qu'en France finalement, hein, dans la plupart des cas. On voit qu'en France, il y avait quand même encore avant les élections présidentielles, quand il y avait ces mouvements en 2011-2012, bon, il y avait quand même encore un intérêt pour une alternative, y compris politique. C'était nettement moins le cas ailleurs. Les mouvements, par exemple, les alignés en Espagne, c'était juste avant les élections en Espagne où ils disaient c'est une démocratie sans choix. Les deux grands partis ont à peu près les mêmes politiques. On retrouve exactement la même chose pour le mouvement Occupy à New York. L'idée, c'est que les deux grands partis, finalement, défendent le 1% les plus riches, en l'occurrence la finance. On ne peut pas dire que, si on voit les choix d'Obama sur la finance, sur les régulations de Wall Street, on ne peut pas dire que les alignés avaient tort. Et donc là, il y a une défiance qui est faite face à la classe politique, qui est en fait aussi de la collusion entre les élites politiques, économiques et médiatiques. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de la plupart de ces mouvements des places un peu partout dans le monde. Et on le voit très fortement, évidemment, aux États-Unis, où ce 1% des plus riches a beaucoup de poids sur la classe politique, mais aussi sur les médias. On le voit beaucoup plus fortement encore au Mexique, par exemple. C'est très symbolique que le mouvement, l'équivalent de Occupy, des alignés là-bas, qui était un mouvement étudiant, allait manifester directement non pas vers le palais présidentiel, mais vers le siège des principales chaînes de télévision. On le voit au Brésil, où récemment, ce qui est remis en cause beaucoup, c'est le réseau d'information Globo, qui est aussi associé à des acteurs politiques. On le voit aussi, cette collusion à un autre niveau, la collusion entre les élites politiques et les élites économiques, c'est aussi ce qui a révolté les Islandais. On voyait beaucoup dans certaines familles un frère qui était à la tête d'une banque et l'autre frère qui était au gouvernement. C'est aussi ce qu'on voit en Tunisie, la famille Ben Ali qui contrôle l'économie et la politique. Et puis évidemment les médias en Russie, c'est très important. On vient de voir maintenant, il y a cette semaine-ci, un proche allié de Poutine vient de racheter le Facebook russe. Et donc on voit comment cette collusion entre le pouvoir de l'information, les médias et les élites politiques et puis les élites économiques est très forte. Et donc c'est là qu'il y a une méfiance qui s'est installée. Une méfiance qui est aussi quelque part le propre de la jeunesse, et je dirais encore plus de cet âge adulte émergent, de l'adolescence, des jeunes qui ne sont pas encore socialisés comme des adultes et qui ne sont plus non plus des lycéens. Et donc là, évidemment, il y a une autre socialisation, d'une grande méfiance face à des socialisations trop fortes, contraignantes. Il y a aussi une méfiance face à tout ce qui est toute la délégation. Il s'agit de faire en sorte que chacun puisse finalement être maître de sa vie, de son engagement, de ses idées, et ils ne vont pas trop s'engager dans des organisations, certainement pas dans les partis politiques. Il y a une volonté d'une démocratie beaucoup plus directe, qui est très intéressante, et qui est certainement, sans aucun doute, une pièce du puzzle pour une démocratie plus forte, mais qui en même temps n'est qu'une pièce. Est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut organiser la société uniquement à partir d'une démocratie directe? Pas forcément. Et c'est là aussi que ça m'a paru intéressant, ce rapport à la politique institutionnelle dans les mouvements plus récents. Donc après 2011, peut-être en 2012-2013, il me semble qu'il y a il y a toujours une méfiance face à la politique institutionnelle, mais moins un rejet. Par exemple, au Brésil, ça m'a paru très fort, avec deux idées fortes là, sur la démocratie. Premièrement, un jeune Brésilien qui m'explique, avant les manifestations, me dit-il, pour moi la politique c'était les sénateurs qui se battaient à la télévision. Quelque chose assez éloigné, extérieur, je ne m'en occupe pas et je veux le voir le moins possible, il n'y a rien à espérer de là. Il me dit, maintenant, la démocratie, c'est moi aussi, je sais que ce sont les gens qui vont dans les rues, même le prix des bus dépend de tout ça, notre vie quotidienne en dépend, mais aussi, les politiciens ne sont rien d'autre que ce qu'en font les citoyens. Et donc il faut, les politiciens sont nécessaires, me dit-il, mais sous contrôle des citoyens. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une espèce de monitoring, de supervision des citoyens, c'est ça qui va permettre d'améliorer les choses, parce que sans cela, les politiciens vont continuer à faire ce qu'ils font. Et dans un cas tout à fait extrême, on retrouve ça même en Russie, par exemple, où les acteurs me disent, mais finalement, les citoyens se plaignent beaucoup des exactions de la police, etc., mais nous sommes tous responsables. C'est parce que les citoyens ne sont pas suffisamment vigilants par rapport à la police. Si on commence à contrôler les policiers, ils ne vont plus pouvoir faire tout ça. Et donc les citoyens ont une responsabilité. C'est ça qui me paraît tellement fort. Donc c'est l'idée que d'une combinaison entre une démocratie institutionnelle, quelque part, qui semble quand même nécessaire, et en même temps une implication des citoyens qui sont responsables de cette démocratie institutionnelle. Et on ne peut pas se contenter de ne rien faire et puis de se plaindre ensuite que la démocratie institutionnelle ne fonctionne pas très bien.